L'épisode de cette semaine est présenté par Altitude Sport, qui est ma boutique préférée pour vêtements et équipements de sport et de plein air. Ils ont au-dessus de 400 marques, dont 60 marques canadiennes, dont les plus grosses, celles que vous connaissez. Et ça fit bien parce que cette semaine, j'ai parlé de souliers, de Super Shoes avec David Yecker et Robin de Ratings. Et on discute de Super Shoes, des différentes dans toutes les Super Shoes. Bien, sur Altitude Sport, vous allez trouver plusieurs marques plusieurs gammes, en fait, de ces Super Shoes-là. Si vous voulez trouver votre soulier pour le prochain marathon, demi-marathon et même trail, on parle de trail aussi dans le podcast. Mais bref, Altitude Sport, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est la livraison rapide. Des fois, si vous êtes à Montréal, vous pouvez commander, vous recevez ça même des fois le même jour, mais souvent le lendemain. La livraison est super rapide. Puis quand tu commandes un soulier, tu veux le plus vite possible l'avoir pour pouvoir l'essayer, pouvoir en profiter. Puis c'est toujours le fun, le petit feeling de recevoir un colis, de l'ouvrir, de voir que c'est tes souliers. C'est irréproductible, ce feeling-là. J'ai même un code promo pour vous qui est UPICA 2026 pour économiser jusqu'à 20% de rabais sur votre première commande et les informations vont être dans la description du podcast. Merci Altitude Sport. Une production du Studio SF. Bienvenue au podcast UPICA, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, un genre de coin du geek avec David Yecker et Robin Bonneau-Patry. David Yecker, vous le connaissez, scientifique du sport, qui est aussi un athlète de très haut niveau à course à pied et un vrai geek. On l'a reçu souvent sur le podcast. Et on a reçu avec lui Robin Bonneau-Patry qui travaille chez Ratings, qui est un site web qui compare plusieurs choses, mais dernièrement, ils viennent de se lancer dans les souliers. Et là, ce qu'on voulait faire, c'était un genre de deep dive ultra geek sur les Super Shoes. Donc, on décortique qu'est-ce qu'un Super Shoes, quelles sont les différentes technologies qui sont à l'œuvre dans un Super Shoes, qu'est-ce que ça vaut en fait un Super Shoes, parce qu'on entend des discours qui sont divergents à ce niveau-là. Est-ce que la plaque de carbone vaut la peine? Est-ce que le poids est le seul dénominateur de la performance? Est-ce que le foam, ça change vraiment quelque chose? Le retour d'énergie, la foulée, toutes ces choses-là, on va vraiment loin dans ça. Évidemment, encore une fois, basé sur la science, basé sur les études. C'est ce qu'on fait ici au UPICA Podcast. Et c'est ça, je vous invite à aller consulter aussi Ratings, le site web. Je vais mettre dans la description du podcast les liens vers le site web qui compare les souliers. Trouvez, comme on dit, chaussures à votre pied, littéralement. C'est con ce que je viens de dire là, mais c'est vrai. C'est vrai, trouvez chaussures à votre pied. Donc, merci les boys, c'était vraiment une super conversation. Et aussi, le podcast est présenté par UPICA. UPICA, c'est votre destination pour les suppléments de sport d'endurance ou la nutrition sportive, devrais-je dire. Donc, on a des produits pour pendant l'effort, on a des produits pour récupération après effort, des saveurs désaltérantes, des produits de qualité. Et on a un code promo pour vous qui est UPICA Podcast pour 10% de rabais sur votre commande. Donc, allez voir ça au upica.ca et sans plus attendre, bon podcast. Cool! Salut les gars, merci d'être là. J'étais vraiment content, David, quand tu m'as écrit. Comme je t'ai dit, tu m'as écrit « Hey, ça serait cool de parler de souliers. » Puis au moment où est-ce que, je te dis, 1 heure avant, j'étais sur PubMed en train d'essayer de trouver un article qui parlait des plaques de carbone dans les souliers parce que je venais de voir passer une vidéo de Blaise Dubois qui est dans son char puis qui explique que les deux gars en dessous, les deux gars qui ont fait Sub 2 au marathon de Londres, il y avait le nouveau soulier qui, à place d'avoir une plaque de carbone, avait 2 rods de carbone qui faisait que, selon lui, selon son biais, en fait, j'imagine, ça justifiait que la plaque de carbone servait à... C'était comme la preuve que la plaque de carbone servait à rien parce qu'il y avait 2 rods à la place d'une plaque. Puis là, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai fait,
tout le monde s'entend pour dire que le poids semble être le déterminant principal. Puis eux, ils décident de quand même laisser des rods de carbone dans le soulier. Fait qu'il me semble que ce que ça prouve, c'est que le carbone puis les rods semblent être plus pratiques que de les enlever pour le poids. Ça veut dire qu'ils doivent avoir calculé ça. Puis là, je suis comme tombé un peu dans un rabbit hole d'essayer de comprendre, de voir, bon, c'est quoi vraiment que la littérature nous dit là-dessus? Fait que j'étais vraiment content de pouvoir avoir cette conversation-là là, autour des souliers. On peut commencer. En fait, David, tu semblais avoir un ordre de trucs dont tu voulais parler. Ouais. On commence par quoi quand on parle de souliers? Ben moi, en fait, je voulais surtout commencer par ce qui m'a amené à considérer ratings comme étant quelque chose de pertinent, dans le fond, pour évaluer des souliers. Puis on pourrait expliquer clairement c'est quoi après Airthings. Mais dans le fond, c'est l'étude où, en fait, ils ont montré que la fameuse chaussure, la Puma Fastar 3, était comme des 3% plus économique que des Nike Alpha Fly. C'est comme un peu le deuxième jump en termes de performance là, depuis les premières générations de packs de carbone. Puis moi, je me suis amusé à me dire, ben OK, si je vais sur le site Airthings puis je regarde un peu en gros, ça nous disait, je pense que c'était 3,5% plus efficace. Puis là, moi, je suis allé voir... Que la Puma était 3,5% plus efficace que la Alpha Fly 3. Ouais, exact. Ouais. Fait que déjà plus efficace que quelque chose de très Super efficace. Shoe. C'était déjà un benchmark dans l'industrie. C'est ça. Puis là, je suis allé voir un peu... Ce qui est un jump incroyable. Inconcevable, quasiment. Puis dans le fond, je suis allé voir un peu justement sur... juste le retour d'énergie, en fait, on va l'expliquer tantôt, là, mais Airthings, il mesure plein de choses sur les souliers. Puis le retour d'énergie, en fait, sur le forefoot, donc l'avant-pied, c'était 4% de mieux. En fait, sur la Alpha Fly, c'était 5%, mais par rapport à la Adios Pro Evo 1, c'était comme 4% de mieux. Puis là, je me disais, 4% de mieux, mais pour la Adios Pro Evo 1, qui est la première itération de la chaussure qui vient de battre le record du monde, qui est quand même, à l'époque, c'est 133 grammes, maintenant, c'est en bas de 100 grammes. Mais dans le fond, juste la différence de poids entre la Puma et ça, on peut penser que ça compterait pour un 0,3% d'économie de course. Fait que dans le fond, si tu enlèves ce 0,3-là à la différence de retour d'énergie, ça donnait 3,7. Il reste encore 3,7%. C'est ça, mais t'as comme 3,7%, puis comparé au 3,5% de l'étude, c'est comme crime. Leur donner, c'est pas n'importe quoi. C'est comme non, mais pour vrai, parce que c'est bien beau de voir ça, des souliers coupés en deux, puis comme c'est juste du marketing, c'est juste comme de la promotion. Mais quand j'ai vu, OK, le calcul fait en sorte que j'arrive. Puis là, j'ai juste pris forefoot energy return, là, vraiment le retour d'énergie à l'avant-pied, puis le poids de la chaussure. Puis j'arrive à une estimation qui est proche de ce qui a été mesuré dans l'étude. Puis l'étude, c'est avec 15 coureurs qui ont fait des classiques, qui font des 5 minutes à une vitesse contrôlée, souvent 16 km/h pour les athlètes plus rapides, 14 ou 12 pour ceux qui sont moins bons, pour que ce soit comme, on va dire, début zone 3, pas plus que ça. Puis comme d'habitude, ils prennent les 2 dernières minutes pour l'analyse. Fait que c'est vraiment comme toujours ça, les protocoles, puis dans des ordres qui sont miroirs le VO2 aussi, à ce moment-là, le pourcentage du VO2. Puis ils prennent souvent, comme dans le fond, le soulier que tu prends en premier, tu le reprends en dernier. Comme ça, s'il y a une dérive, tu la normalises. Exact. Puis dans le fond, après ça, si on prend les mêmes calculs pour la Alpha Fly 3, là, j'arrivais comme moins précis là, aux différences. Tu sais, c'était comme moins précis. En même temps, je me dis, il n'y a pas que l'énergie, le retour d'énergie dans l'avant-pied. Mais ça me disait quand même, au moins, si je classe les souliers sur Airthings dans l'ordre que je veux selon mes besoins, d'après moi, ce que ça me sort, c'est le meilleur soulier en termes d'économie de course. Je me suis quand même dit à partir de là, c'est quand même pertinent. Ça veut dire que c'est legit. Puis, Robin, peux-tu m'expliquer rating Airthings? Peu importe, ratings. Ratings, OK. Peux-tu m'expliquer l'idée derrière, on s'en est parlé un petit peu avant de tourner, mais pour les gens qui nous écoutent, l'idée derrière le site, spécifiquement au niveau des souliers? C'est ça. Fait que nous, notre but, c'est vraiment de tester les souliers de course de manière indépendante des marques. On achète nous-mêmes les propres souliers, même, on dit même pas rating sur la commande là, pour être sûr qu'ils n'altèrent pas les résultats ou pour être sûr qu'il n'y a pas de billets ou peu importe. Puis on teste les souliers de manière objective avec vraiment une approche basée sur la science, basée sur les données. On a des ingénieurs qui développent les tests. Après ça, les testeurs qui, eux, viennent vraiment exécuter un peu la méthodologie de test avec des machines de compression. On coupe les souliers. On teste vraiment pas mal d'éléments que je pourrais aller plus en détail tantôt. Puis ça, moi, je suis rédacteur. Fait que moi, je suis plus là pour vulgariser tout ce data-là en mots, puis comme aujourd'hui, en quelque chose qui fait plus de sens. Là, mais l'énergie, le retour d'énergie, effectivement, c'est pas mal ça à date qui fait beaucoup jaser parce qu'on est un des premiers à vraiment mesurer ça de manière comme assez fiable, là, comme le montre David, puis avec un protocole qui réplique la course à pied, vraiment la foulée de manière comme le plus précise
qu'on est capable à date. Là. Comment est-ce qu'on calcule le retour d'énergie d'un soulier? Ben, dans le fond, nous, comment ça fonctionne? Ben, en fait, comment ça fonctionne le retour d'énergie? On pourrait commencer là. Ouais. C'est que quand on applique de la force sur une chaussure à chaque foulée, on compresse la mousse. Ouais. Puis, ben, puis la mousse se décompresse quand on décolle, là, au moment du toe-off, au moment où on se propulse. Mais on parle de retour d'énergie là, aujourd'hui pour faire ça plus simple. En réalité, on devrait parler de moins de perte d'énergie ou de limiter les pertes d'énergie là, parce que le soulier ne va pas créer d'énergie par lui-même. Là. Fait qu'un soulier qui a un haut retour énergétique, on devrait dire qu'il y parvient. Il y a une faible perte énergétique. T'as tout compris. Fait que, il y a peu d'études là-dessus là, dans la littérature sur l'effet spécifique du retour d'énergie sur la propulsion ou sur l'économie de course parce que c'est vraiment difficile d'isoler. C'est possible d'isoler, de contrôler le poids, d'isoler d'autres facteurs, mais si on change le retour énergétique, on change aussi la fermeté, on change plein d'autres facteurs. Fait que nous, l'alternative qu'on vient proposer pour quand même avoir une idée des différents retours d'énergie des différents souliers, c'est des tests de compression. Fait que c'est une machine de compression avec un capteur de force à l'intérieur. Puis, en gros, on compresse de manière répétée le soulier. Ben, en fait, la semelle intermédiaire du soulier, fait que le midsole en anglais. Là. Ouais. Fait qu'on compresse ça. Au début, là, on se demandait quelle force appliquer pour vraiment répliquer la foulée de quelqu'un. Exactement. Puis ça dépend ça de chaque varier, personne. Ouais. Fait que là, ce qu'on a fait, on avait des tests avec des semelles intérieures. Là. Cette fois-ci, c'est vraiment des semelles que tu mets dans les souliers, mais qui ont des capteurs de puissance. Fait qu'il y avait plein de coureurs qui couraient sur tapis roulant de différents paces, différents poids, peu importe, différents types d'attaques. Donc, des gens qui attaquent plus du talon, plus à l'avant-pied. Puis, à partir de ça, on a pu déterminer un petit peu notre range de force complètement. Fait que... ouais, vas-y. Une semelle avec un capteur de puissance dessus? Fait Ouais, une semelle que tu rentres dans le soulier. Je sais pas si tu connais des stride pods et tout, Ouais. mais ça existe maintenant à l'extérieur. Mais il y a aussi des semelles qui Mais sont c'est parce vraiment qu'à comme... l'extérieur, t'as pas le vrai power dessus. C'est moins précis, puis aussi, ben, à l'intérieur, c'est ça, c'est vraiment plus direct. On avait la zone carrément, dans le fond. Est-ce que la personne elle attaque plus du talon? Est-ce qu'elle attaque plus de l'avant-pied, etc.? Puis les strides, on l'avait expérimenté, puis je sais qu'il y a plus de variations. Mettons, si ton lacet, il bouge, ou il peut y avoir un peu plus de variations, fait que les semelles, ça vient un petit peu contrôler pour ça. Puis... Ben, les conclusions de cette expérimentation-là avec les semelles, c'était que, grosso modo, plus une personne est lourde et plus aussi le pace augmente, plus les forces qui sont appliquées, c'est logique dans le fond, sont plus il y a du power, plus ça va vite. Plus... Exactement. Fait que maintenant, on teste. Ça, on fait pas ça à chaque fois là, avec les semelles, c'était juste au début. Là, là maintenant, avec la machine de compression, on sait qu'il faut tester jusqu'à environ 2000 newtons. C'est quand même beaucoup, beaucoup de force. Puis, il n'y a pas juste la force qui est optimisée, on optimise aussi tout ce qui est le temps de contact au sol, la cadence, le petit repos quand ça serait l'autre pied, mettons, qui toucherait au sol, pour vraiment répliquer la course le plus précis possible. Puis là, pour en revenir au retour d'énergie, la machine de compression, ben, on applique la force, puis la mousse, on mesure combien la mousse elle absorbe l'énergie au moment de la compression. On mesure combien l'énergie est redonnée pendant la phase de décompression. Puis le retour d'énergie, c'est le pourcentage d'énergie qui est récupéré après l'impact. On peut calculer la perte à partir de ça. Là. Je sais pas si c'est quand même clair. Ouais. Puis justement, le 2000 newtons, j'imagine, on dit des fois que c'est 2 fois le poids du corps et même plus quand tu vas vite. Fait que quelqu'un d'assez lourd, ça devrait ressembler à ça, en fait, à donner. Là. Ouais. En fait, pour donner un range, là, puis là, il va tout le temps avoir des gens qui vont être hors de ce range-là, c'est sûr, mais si on extrapole 2000 newtons, on est capable de tester. Puis c'est jusqu'à 2000. Fait qu'après, nous, on a un tableau, puis tu peux aller voir avec ton pace et avec ton le pace que tu vises ou peu importe, puis ton poids. Là. Mais 2000 newtons, ça correspond à une personne qui serait 220 livres qui court à 3 minutes du kilo. Fait qu'il n'y en a pas beaucoup. Là. J'aimerais dire, il n'y en a pas tant que ça, effectivement. OK, puis mettons, est-ce qu'on est capable d'arriver à une échelle, disons, universelle, ou est-ce que selon le poids puis le pace, les souliers, le retour d'énergie de chaque soulier peut... est-ce que les souliers peuvent être meilleurs, un type de soulier peut être meilleur qu'un autre pour une personne qui va à un pace ou à un autre, ou est-ce que c'est comme... On arrive à une échelle qui est genre, ça, c'est le soulier avec le meilleur retour d'énergie. Ben, on arrive avec une échelle qui, oui, nous dit objectivement, le soulier pris par lui-même est le meilleur retour d'énergie. Mais on pourra peut-être aborder ça peut-être plus tantôt, mais selon
selon les préférences personnelles, peut-être toi, tu aimes un type de soulier selon le type d'attaque au sol. Mettons qu'il y a du bon retour d'énergie au forefoot, mais toi, tu attaques du talon. C'est là qu'il y a des spécificités. C'est là qu'il y a des spécificités. Mais je pense que selon les matériaux, on arrive quand même à conclure des grandes tendances selon qui correspondent quand même aussi aux études qu'on a vues sur les différents matériaux, comme quoi il y aurait des super mousses qui seraient un peu plus intéressantes que d'autres. Tu sais, je peux faire un peu un inventaire des différents matériaux et tout. C'est assez technique, là, mais avant, tu voulais checker? Ouais, moi, j'avais de quoi avant, pour introduire cette section encore plus deep dans le geekage. Là. C'est une étude vraiment, une des plus intéressantes. Là. Je pense que c'était le groupe là, de Wouter Hoogkamer, là, donc le Perry et collaborateurs là, qui ont publié ça en 2025, donc c'est quand même assez récent. Et eux ont réussi à avoir, via Saucony, en fait, 4 chaussures pratiquement identiques en termes de forme. Donc, le rocker était le même, le stack était le même. Dans le fond, un modèle avec une mousse EVA. Comme on va le voir, c'est un peu les anciennes mousses qui sont, on va dire, peut-être moins efficaces en termes de retour d'énergie. Donc, une sans plaque, une avec plaque. Donc, EVA sans plaque, EVA avec plaque. Une autre avec un Superfoam qui est le PIBA, qui est un peu le Superfoam, peut-être on va dire première génération. Donc, c'est ce qu'il y avait dans les Alpha Fly, les premiers, tout ça. Donc, PIBA sans plaque et avec plaque. Puis dans le fond, ils ont recruté 14 coureurs. C'est pas évident parce qu'il y avait juste une pointure homme, une pointure femme. Là. Fait que tu trouves des gens qui sont relativement performants et qui portent la chaussure que tu as testée. Puis comme d'habitude, on a dit tantôt des 5 minutes, vitesse contrôlée. Puis dans le fond, ce qu'ils ont montré, c'est que c'était 1,3% plus efficace d'avoir le Superfoam versus la mousse traditionnelle. Et que c'était, quand on prend le Superfoam, c'était 0,6% mieux avec la plaque. Puis ce qui est quand même surprenant dans l'étude, c'est qu'en fait, la plaque donnait plus de gains d'économie de course pour la mousse traditionnelle. Donc, mousse traditionnelle avec plaque. C'était 1,3% de mieux, en fait, que la mousse traditionnelle. Ouais, c'est ça. Ce qui est surprenant, puis en fait, ce qui est encore plus surprenant, c'est que le 1,3, c'était statistiquement significatif, alors que le 0,6% que je viens de dire, si tu prends le PIBA sans plaque et avec plaque, c'était même pas significatif statistiquement. Et là, je fais un parallèle tout de suite avec une autre étude qui ont mesuré ça, puis c'était celle que Blaise Dubois adore citer. Ouais. On aimerait ça avoir Blaise ici pour discuter à 3, ça aurait été quand même intéressant. Celle où, en fait, ils ont coupé la plaque. Ouais. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas juste coupé la plaque, ils ont coupé la chaussure, en fait, de façon latérale à l'avant-pied pour que la plaque soit coupée, en fait. Donc, on enlève la rigidité, en fait, longitudinale, qui est vraiment l'effet qu'on s'attend avec la plaque. Et eux, ce qu'on avait montré, finalement, c'est qu'il n'y avait pas de différence, mais encore une fois, c'était 0,55% de différence, mais non significatif statistiquement. Donc, la même différence environ que l'étude avec les Saucony. Donc, dans le fond, c'est comme de dire la plaque, l'effet est pas très grand, puis c'est même, statistiquement, c'est qu'il n'y a pas d'effet. Mais 2 études avec le même échantillon de coureurs qui montrent que c'est environ 0,5-0,6%, ce qui veut dire que la plaque, ben, elle n'a pas un grand effet à elle seule. Ouais. Puis ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est que souvent, les études, on recrute des participants pour s'assurer que s'il y a une différence de 1%, ce soit significatif. Fait que c'est pas surprenant non plus que d'avoir 14 coureurs, que ça donne une différence aussi petite, soit pas significative. Mais en même temps, ça veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas de différence. Mm-hmm. Fait que moi, je suis quand même de dire, ben, est-ce que la mousse est plus importante que la plaque? Je pense que oui. Je pense que oui aussi. Oui. Mais après ça, est-ce qu'il y a finalement un effet comme de... Est-ce que c'est vraiment 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers à la plaque, 2 tiers à la mousse ou un autre rapport comme ça, peut-être? Puis là, c'est là qu'on peut un peu peut-être geeker plus loin sur les différents types de mousse, mais tout ça. Mais c'est clair, ben, je pense que c'est assez clair selon moi, puis tu me diras ce que tu en penses, que c'est d'abord le Superfoam qui a un effet, plus que la plaque. Mais la plaque a probablement un petit effet aussi. Fait qu'idéalement, je pense, pour la plupart des gens, puis ce qui est peut-être encore plus intéressant, puis on va juste finir là-dessus sur cette étude-là, c'est que sur les 14 coureurs, il y en a quand même 3 qui répondaient pas très vite, qui n'étaient pas meilleurs avec le Supershoes à plaque, là, t'sais. Ouais. Puis là-dessus, il y en a un qui répondait mal au Superfoam. Mm-hmm. Puis on peut s'imaginer, peut-être que c'est quelqu'un qui talonne tellement fort qu'au final, tu retournes l'énergie vers l'arrière. Fait qu'au final, ben, le meilleur retour d'énergie, tu te le gonnes dans les cuisses. Un qui répondait mal à la plaque. Là, pourquoi? Peut-être que lui, son gros orteil est très efficace pour pousser. Puis dans le fond, là, ça y enlève un peu cet avantage-là. Je spécule. Puis un autre qui répondait mal aux 2 combinés, en fait. Là. Fait qu'au final, c'est quand même plus de 20% des participants qui répondent pas comme on s'attendrait à ce qu'ils répondent. C'est ça que j'allais dire. Ouais, j'allais dire, mettons que tu sortes ton étude à... Tu sais, c'est compliqué, j'imagine, là, puis vous connaissez ça plus que moi, la recherche puis les études comme ça, mais tu as un groupe de 14 personnes. Sur les 14, il y en a 3 qui semblent être des anomalies. Ouais. Tu arrives avec un résultat de 0,6%.
Ça vient quand même fausser la moyenne vers le bas en esti s'il y en a un qui répond pas en tout. Là, c'est sûr. Puis ce qui est le fun aussi dans l'étude, c'est que comme il y avait 4 souliers, ceux qui répondaient pas bien à la plaque, c'est dans les 2 conditions. Fait qu'au moins, c'est pas juste une anomalie comme une donnée, c'est vraiment 2 données à chaque fois. Ouais. Mais clairement, il y a sûrement 20% des gens qui répondent pas très bien aux Super Shoes. Ouais, aussi, c'est puis là, comme eux, leur effet placebo est peut-être quand même là. Parce que tout le monde dit ça rebondit bien, ça va vite, puis tout. Mais au final, est-ce que ta fréquence cardiaque est vraiment plus basse au même pace avec tes Super Shoes que non? Ben, théoriquement, peut-être une portion de la population que c'est pas le cas. Là, c'est que ça eux, le vrai test qu'il faudrait que tu fasses. Puis ce qui est encore plus difficile de conclure, c'est que là, c'est peut-être qu'ils répondent pas à ce Socony-là, mais qu'ils répondraient à une autre marque, etc. Mais ça donne quand même une bonne idée. Là. Ouais. Mais moi, j'ai mon interrogation que j'ai par rapport à ça, à chaque fois que, justement, j'entends Blaise parler de ça, puis je me dis... Lui, sa théorie, c'est qu'il y a beaucoup de marketing autour de la plaque de carbone, puis que, tu sais, puis j'en conviens, là, j'imagine qu'il y a beaucoup de marketing. Par contre, dans une guerre de performance, Adidas a plus intérêt à ce que le gagnant du marathon de Londres porte leurs souliers que de dire qu'il y a des plaques de carbone dans notre soulier. Ouais. Tu sais, dans le sens, eux autres, ce qu'ils veulent faire, ils veulent faire le soulier le plus rapide. C'est sûr qu'ils veulent faire le soulier le plus rapide. Exact. Fait que je me dis, si eux, est-ce qu'ils ont des données, ça se peut-tu qu'il y ait des données que nous, on n'a pas sur ce type d'affaires-là? Ben, moi, je pense pas que... Puis je pense pas que Blaise dit nécessairement... Puis là, il est pas là, ça aurait été cool, là, mais je pense qu'il y a beaucoup de clips qui est fait sur genre la plaque, comme... Parce que c'est ça qui fait jaser. Ouais. Mais je pense qu'au final, il dit pas que les Super Shoes fonctionnent pas. Non, au contraire. C'est exactement. C'est vraiment que la plaque, ça ne sert pas à grand-chose. Puis de ce qu'on semble dire, ça semble être le je pense qu'on pourra revenir sur les autres composantes d'une Super Shoe, là, mettons, que ce soit l'amorti, que ce soit le retour d'énergie, comme on a parlé, etc. Mais la plaque, selon moi, c'est le plus mineur. T'sais, oui, ça rajoute de la flexion longitudinale, comme l'a expliqué David. Peut-être que ça rajoute un peu de la flexion, de la rigidité en torsion, je veux dire. Donc, peut-être au niveau de la stabilité, un petit peu. D'où la nouvelle plaque en U que tu disais, là, que Adidas a faite. Ça serait logique que si il la met de manière latérale, ça soit un peu pour stabiliser des mousses qui sont une grosse épaisseur de mousse, puis des mousses qui sont super molles. Fait que c'est sûr que ça vient rajouter un peu de rigidité. Mais tu sais, de là à dire que la plaque n'a aucun effet, moi, j'irais pas jusque-là. Comme tu dis, je pense qu'elle est là pour quelque chose. Si la plaque avait aucun effet, puis qu'on sait que le poids est un facteur déterminant, il enlèverait la plaque. Ouais. Exact. Je pense aussi, ouais. Puis, un autre truc qu'on a remarqué, c'est que souvent, mettons, le rocker, donc la géométrie, un peu la courbature de la plateforme de la chaussure, lorsqu'on applique autant de force que je vous ai parlé tantôt, là, ben, le soulier s'aplatit. Fait que le rocker, il devient comme inexistant. Fait que puis l'effet du rocker, c'est simple, c'est juste de nous aider à transitionner du talon vers l'avant-pied de manière plus vite pour aller plus vite à notre haute foulée, là. Donc, si le rocker s'est aplati parce que notre soulier est trop mou puis il n'y a aucune plaque, il n'y a aucune rigidité en flexion, ben ça se peut que cet effet-là, il soit moindre. Alors que nous, c'est pour ça qu'on prend quand même un petit effet. On voit qu'il y a quand même un petit effet en rigidité, en flexion de la plaque de carbone, juste parce que ça rajoute un peu de snappiness, là, si on veut, pour expliquer plus simplement. Là. Fait qu'on mesure ça maintenant aussi. On mesure, dans le fond, la force. On compresse l'avant du rocker jusqu'à ce qu'il s'aplatisse, puis on est capable de voir à quelle force, donc à quel point le rocker, il est stiff, là, il est rigide. OK. Ouais. Fait que c'est quoi les différentes composantes importantes d'un soulier, d'un Super Shoe? Ben, on a parlé beaucoup de retour d'énergie avec la mousse. Ça, je pense que c'est important. Peut-être pour être sûr de ne pas s'en aller dans un podcast anti-Blaise, le poids, c'est peut-être le plus évident. Ouais, exact. Le poids de la chaussure. C'est pas du tout, vers là qu'on va. Là. Mais je dis, c'est comme le point, puis je pense que c'est le point que Blaise aime faire aussi, c'est que d'un point de vue scientifique, le poids de la chaussure, c'est le mieux démontré. Ouais. On dit souvent environ 1% d'économie de course de moins par 100 grammes par pied. Ce qui est énorme. Là. Fait que puis 100 grammes, ça peut paraître beaucoup, mais il y a souvent des souliers, les plus lourds sont 100 grammes plus lourds que les plus légers dans les... Ben, on parlait avant là, du nouveau Adidas qui est à 97 grammes versus l'Alpha Fly à 200 grammes. Fait que déjà là, tu as 2%, un dans chaque pied. Puis,
C'est 1% dans le fond. Parce que c'est 1%, c'est 100 grammes par pied. Fait que quand t'as 2 pieds, ça revient. Ça revient au même. OK, c'est ça. Par C'est course, OK, ouais. OK, je comprends. Ouais. Mais il y a quand même des super cool, peut-être à 250 grammes, peut-être les plus lourds. C'est ça, Alpha Fly, Ouais. c'est déjà très léger. Là. Ouais. Puis tu sais, je pense que c'est important aussi de le mentionner. C'est peut-être évident pour nous, là, mais c'est 100 grammes au pied. Là. Genre, si tu enlèves ta casquette ou tu mets pas ta montre, ça va avoir aucun effet sur l'économie de course. Faut vraiment, Ouais. c'est le poids qui est au pied parce que Ouais. les pieds sont en mouvement puis sont près du C'est sol. important de là. le mentionner. Fait que c'est 100 Avoir C'est grammes. important de le mentionner parce qu'il y en a qui disent hey, moi, je prends pas une ceinture avec des gels ou Ouais. genre Je suis good. la C'est bouteille dans ta C'est main, ça. mettons. Puis tu te dis, ouais. Ouais. Mais la bouteille dans la main, c'est du poids distal aussi. Ouais. Fait que c'est t'avais pas, calculé ça, c'est toi, pas optimal. Non, mais plus, tu la ouais. mets dans ta ceinture. Exact. Ouais. Mais non, clairement. Puis tu sais, je pense aussi d'un. T'avais-tu Non, non, calculé ça Allemagne. pour Ouais, j'ai vrai? fait des tests, ouais. On pourra parler ça d'une autre fois. On là. fera un Mais, épisode de ces bouteilles. Ouais, c'est ça. Mais ce que j'allais dire aussi, Comment c'est aussi... être sûr de s'hydrater dans un marathon? c'est Ouais. Tu sais, c'est quand même juste la grosseur des pieds. Quelqu'un a des plus petits pieds, donc des plus petites chaussures aussi en plus. Fait que t'as un pied plus léger, une chaussure plus légère, ça t'avantage. Là, tu sais. Ouais. Puis des fois, il faut C'est- faire ouais. attention. C'est pour ça que, ben là, je veux pas prêcher pour notre paroisse, mais nous, tu sais, on teste tout le temps la même taille, évidemment. Ouais. là. Ouais. Mais il y a des marques, mettons, en tout cas, je veux pas les nommer, là, mais qui vont dire, genre, notre soulier est tel nombre de grammes, mais ils utilisent une taille 7 pour homme. là. Genre, Ouais, c'est c'est ça. sûr que ça va être plus Ouais. léger C'est qu'une 9 taille d'habitude, je pense. Le 9 est le standard, mais il y en a qui veulent en passer des petites ouais. vitres. Ouais, fait ouais, que c'est checkez ça. ça comme du monde quand vous voulez comparer le poids. Là. Ouais. Mais on est clairement d'accord, le poids, puis Ouais, c'est ça. 1% puis le 100 grammes, C'est le plus important. c'est le plus important Ouais. de loin. Fait Ouais. que ça, c'est certain. Ensuite, moi, je dirais la mousse. Tu sais, l'ordre est plus ou moins important, là, puis tu sais, le scoop, c'est que dans le fond, c'est l'interaction de tous ces éléments-là qui est le plus important. Là. C'est Sans tout le la temps plaque, cette ça marche réponse-là. pas. Faut C'est pas ça. faire comme si la réponse était poche parce que c'est toujours cette Ouais. réponse-là. Que ça, qu'on Ouais. parle en nutrition, qu'on parle C'est en ça. sciences de l'entraînement, c'est tout le temps genre la balance, c'est Puis, comme même, le best. puis la preuve que tout est lié, c'est que même la mousse, elle a un effet sur le poids parce que si ta mousse Exact. est plus ou moins dense, ça change la construction du soulier et tout. Fait que, mais ouais, je dirais le retour d'énergie, la mousse. Puis là, on pourra aller plus loin dans les mousses tantôt. Je sais pas ce que toi t'en penses de l'amorti, le cushioning, mais tu sais, on voit quand même que tous les souliers qui ont. Puis là, je veux pas rentrer dans un débat minimaliste, maximaliste non plus, mais tous les souliers de Super Shoe qui performent, qui ont les records, etc., ben là, sont limités à 40 parce que 40 mm parce que c'est une régulation de World Athletics, là, mais sinon, qui sait, on serait à combien? On serait peut-être avec des échasses aujourd'hui, là. Mais des talons hauts, genre. Ouais. Là. Mais tu sais, c'est quand même des souliers épais avec une semelle intermédiaire qui est très épaisse puis qui sont très coussinés. Donc, là, tantôt, on parlait du retour d'énergie, mais même en compression, c'est des souliers qui absorbent beaucoup, beaucoup d'énergie. Est-ce que cette énergie-là est, dans le fond, est redirigée de certains muscles à d'autres? Est-ce que cette énergie-là est redirigée, aide à préserver tes jambes sur des longues distances? Probablement, selon moi. Ouais, ben j'avais une étude biomécanique, mais on aurait peut-être pu continuer à geeker sur les formes avant. OK. Parce que justement, tu sais, ton point sur le 40 mm, Ouais. moi, j'ai regardé justement sur Ratings plus tôt aujourd'hui, puis Ouais. je voyais que, par exemple, Nike Streak Fly 2, Ouais. qui est la chaussure un peu un racer de Nike, mais qui n'est pas 40 mm. Très courte distance, là. Très petit, là. Pour dans du le fond, 10 kilos, mettons, genre, 10 ouais, kilos. c'est comme ça qu'ils le vendent, mais quelqu'un qui serait habitué à du minimalisme pourrait racer un marathon avec ça, j'imagine. tu sais. Ouais. Je veux dire, J'imagine. t'sais, non, Ils mais font c'est un pas. peu- t'sais, ouais. On voit que, mettons, Mais- les élites vont jamais faire ça. Ben, Ils c'est doivent parce avoir que une raison. ben, moi, c'est un peu toujours à ça que je reviens. Puis j'avais la conversation avec Doom ici, avec qui Ouais. je fais le Sans Fil podcast, où est-ce qu'on disait un marathon, c'est un peu une étude qui se fait en temps réel. Tu sais. Exact. Puis des marathons, il y en a 2 par fin de semaine, des majors, il y en a tout le temps. Il y a tout le temps des élites qui. Puis Exact. c'est personne qui court. Élite ou pas, là. Élite ou pas, Ouais. mais après ça, tout ce qui est pas élite est un peu drivé parce que qu'est-ce que les élites Exact. portent, là. Fait que je pense pas qu'on peut baser notre observation nécessairement sur les. Puis tu sais, sur les Streak Fly, rapidement, est-ce que, puis on reviendra à un peu Nike qui a vraiment lancé cette bataille-là, puis qu'après toutes les autres marques jouaient à catch-up, là, mais là, clairement, ils se sont fait dépasser. Là. Mais est-ce que, ben, pour un Streak Fly, je pense que c'est spécifique à la course plus courte distance, mais je pense même pas que le Streak Fly est plus léger que les souliers qu'on parlait, là, Non, les Evo Pro qui ils sont le sont pas, 40 non. mm. Fait qu'est-ce Mais- que c'est par choix ou est-ce que c'est juste parce que leur technologie est pas capable d'être aussi légère? Mais tu sais, ma question que j'avais là-dessus pour toi, c'est dans le fond, ils ont testé à 84% de retour d'énergie Ouais. avant-pied. Je prends l'avant-pied parce que Ouais, je me plus dis, important. non, on court vers l'avant-pied, non pas sur le talon. Ouais. Mais dans le fond, la quantité d'énergie absorbée à 1300 newtons, c'est comme 5,7 joules. Ouais. Puis toutes les super shoes, puis on peut rentrer toutes les super shoes qui ont 40 mm,
c'est beaucoup plus d'habitude. Puis je me dis, est-ce que ça prend le plus de formes possible pour justement stocker l'énergie? Parce qu'on s'entend que le 84% qui est retourné, c'est 84% de ce qui est stocké, right? C'est ça. Il y a la qualité de la mousse, mais il y a la quantité. Plus qu'on a de mousse en tant que telle sous le pied, plus qu'on va être capable d'absorber d'énergie en théorie. Là, fait que ça, donc, c'est ça. Il n'y a pas encore un modèle, parce qu'à part le Streakfly, il y a peut-être, je pense, Puma qui en a sorti un récemment, là, mais il n'y en a pas beaucoup des modèles, dans le fond, qui sont plus petits que 40 ou beaucoup plus petits que 40. Mais je me dis quand même, d'un point de vue, même si ta mousse est plus dense, j'imagine que d'avoir plus de mousse dense, même si elle écrase moins, il faut quand même qu'il y ait une épaisseur de mousse pour stocker ça, right? Exactement. Ouais. OK. Là, vous m'avez perdu en parlant de stockage d'énergie. Là. Ouais. Parce que tantôt, on parlait du retour d'énergie, mais qui était essentiellement le pourcentage qui perd le moins d'énergie. Exact. Là, vous parlez de stockage. Fait que de quoi on parle? Il va pas nous l'expliquer, mais moi, dans le fond, il y a ce chiffre-là qui est vraiment la quantité. Puis en plus, c'est en joules. Fait que là, je me disais, on pourrait calculer si moi, je pèse tant, je suis à telle vitesse, combien de calories mon soulier me redonne. Mais après ça, c'est pas. C'est ça, mais quand tu parles de stockage, c'est la quantité qui te redonne. Non. Parce que, comme on l'a dit, qu'est-ce qui te redonne, c'est en décompression. Donc, quand la mousse rebondit. Là. Mais quand tu compresses, il y a de l'énergie qui est absorbée. Toi, tu mets de la force avec ton pied. Cette force-là est retournée exactement par le sol. Mais qu'est-ce qui est absorbé par la mousse est pas absorbé est absorbé par le soulier, dans le fond. Mm-hmm. Mais est-ce que, dans le fond, de calculer que 84% de l'énergie absorbée et retournée, c'est comme une erreur que je fais dans ma tête ou ça fait du sens? Attends, que 84%... Mais tu sais, mettons que le soulier, c'est 84% le retour d'énergie. Ouais. Mais c'est-tu comme 84% de l'énergie absorbée qui est exactement ça. Okay, c'est exactement ça qu'on arrive avec le... Fait qu'il y a une perte, dans ce cas-là, il y a une perte de 16% d'énergie, dans le fond. Exact. That's it. Ouais. Puis dans le fond, quand ton soulier est plus gros, il y a plus de mousse, il stocke plus. Puis il y a aussi une tendance... Mais là, là, tu viens de dire, quand ton soulier est plus gros, il stocke plus, ça veut dire qu'il garde plus d'énergie? Il absorbe plus. Puis dans le fond, Fait que le retour est à combien? Es-tu plus grand ou plus petit? C'est pour le même pourcentage, ça va être plus grand, en fait, en absolu, tu sais. OK, fait que le retour va être plus grand. Exact. Puis fait que genre 92, là, mettons. C'est ce qu'on voit souvent, c'est qu'une mousse qui absorbe beaucoup, il y a des exceptions, là, puis dans les matériaux, on va le voir, là, mais une mousse qui absorbe beaucoup va avoir plus tendance à retourner aussi. Ouais. Parfait, fait qu'on peut passer aux différents types de mousse si tu es d'accord avec ça. Ouais, parce que là, on est peut-être rendu un peu trop loin. Là. Le dernier point que j'avais, moi, c'était aussi par rapport au stack à l'avant-pied. Je pense qu'avant, les racers de marathon, c'était 10 mm de drop. Après ça, peut-être plus 8. Puis là, il y avait une tendance à demander à ce que ce soit moins pour avoir plus proche de 40 en avant aussi. Ouais. Est-ce que c'est encore le cas des derniers modèles? Oui, c'est encore le cas. Puis on l'a vu, mettons, l'évolution entre le Evo Pro 1 puis le Evo Pro 2, ils n'ont pas changé grand-chose, mais ils ont rajouté un peu de stack à l'avant-pied. Puis nous, par la suite, ça a scoré beaucoup plus haut en termes d'amorti, justement. Puis le drop est un peu plus bas par définition. Ouais, là. Ça, mais puis je pense qu'ils sont arrivés à le faire avec le même poids que la version précédente. Fait que c'est un peu du gagnant-gagnant. Mm-hmm. Fait que pour les différents matériaux... tu sais, c'est ça. C'est comme je le disais, on peut avoir des différentes tendances, mais c'est vraiment plus lié à la façon dont la mousse est produite que le matériau lui-même. C'est un peu ça le jeu que les marques ont à faire. Là. Moi, je suis vraiment pas chimiste, mais tu sais, comment ça fonctionne pour mousser un polymère, c'est un plastique dans lequel on injecte du gaz. Des fois, on ne l'injecte pas, mais c'est vraiment comme un agent moussant qui libère un gaz qui le fait gonfler. Mais si on met trop de gaz, tu vas avoir une mousse qui va être super légère, mais super instable, ou elle va peut-être bottom out ou peu importe, fait que ça sera pas pratique. Tu pourras pas faire un soulier qui a de l'allure avec ça. Fait que c'est vraiment tout de trouver cet équilibre-là pour avoir quelque chose qui est énergétique, mais léger en même temps. Je peux commencer avec le EVA, qui est le éthylène acétate de vinyle, qui est plus la mousse traditionnelle, plus de base. Là, on parle de super chou, fait que je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est plus une mousse qu'on trouve dans des souliers de tous les jours, qui a quand même des bonnes capacités d'absorption, I guess, avec une twist que, oui, ça s'écrase bien, mais c'est ça. Au moment de la décompression, ça n'a pas beaucoup de retour d'énergie, mais aussi, ça a une bonne capacité d'absorption initiale. Mais nous, on a même maintenant un test qui simule une course de 50 km. Fait que c'est ça, on met des impacts répétés, puis on prend des mesures à 10, 20, 30 kilos, 40. Y a-t-il un gros changement? Avec l'EVA, le changement est... Là, je fais des généralités. Il y a des exceptions, I guess, des souliers en EVA, mais il y a des fois, on perd 50% de la capacité d'absorption initiale. Ouais. Du début jusqu'à la fin de ta course de 50 kilos. Puis là, j'aime pas trop pointer des marques, mais tu sais, mettons, l'exemple classique, c'est, mettons, Oka, que des fois, on l'essaye au magasin, on est comme, mon Dieu, c'est donc bien plush, c'est donc bien coussiné et tout. Puis là, je dis ça, je parle plus de leur daily trainer, ils ont des souliers de performance qui sont bien aussi, là. Mais puis là, on arrive techniquement à la fin du 40 km, mettons qu'on voulait faire un marathon avec des daily trainers ou peu importe, on aurait peut-être 40%, 50% moins de la capacité d'absorption initiale. Puis
Je pense même qu'il y a une étude qui confirme. Des fois, on dit qu'il faut changer les souliers après 500 km. Puis moi, je dis c'est pas vrai. Tant qu'ils sont confortables, c'est correct. Puis je pense que c'est quand même ça mon point. Mais le EVA perd vraiment beaucoup de capacité d'absorption aussi sur le long terme comme ça. Là. Fait que c'est pas juste une run, mais après 500 kg, c'est vrai qu'il absorbe beaucoup moins. Mais après la run, est-ce que ça reset un peu? Ben là, c'est ça. Là, on fait, c'est comme un scoop là, que je vous donne, mais on fait, en ce moment, on travaille sur la durabilité. Fait que là, on fait le premier 50, mais là, on veut faire vraiment durabilité 500 kilos et plus. Là. Pour être capable de dire c'est quoi les souliers qui Mais là, au restent, niveau logistique, c'est quand même un casse-tête. Que comment qu'on teste, nos machines vont fonctionner 24/7 puis tout, là, pour simuler plus de temps de course. Mais là, on se penche sur le temps d'arrêt, sur la période de repos, je devrais dire. Puis je me posais la question, même en triathlon, il y a Aiden Wild, je sais pas si vous connaissez, qui lui fait du court distance puis du longue distance. C'est un malade, lui. Puis il courait avec ses souliers-ci, le Metaspeed Ray, puis je checkais ça parce qu'il courait le samedi, je pense qu'il y avait le court distance, puis le dimanche, il y avait le longue distance. Là, je pense pas qu'il y a deux, je pense qu'il va amener juste une paire de choux. Là, je suis comme, c'est sûr que si le temps de repos, c'est supposé être 48 heures pour revenir à la capacité d'absorption initiale. Genre, je pense qu'il aimerait ça le savoir, puis ça mènerait une deuxième paire, là, tu sais. Fait que là, ce que j'entends, puis c'est fou, là. Moi, quand on me disait ça te prend 2 paires pour laisser reposer, c'est pas fou, ça. Une des 2 paires, j'étais comme, hey, tu veux juste me vendre une autre paire de souliers, là. Mais c'est un peu vrai. Ben, si tu cours à tous les jours, en tout cas, on n'est pas encore rendu là, mais. On probablement pense que peut-être que c'est ça que ça veut si dire. Si tu cours plusieurs fois par jour, clairement. Pour mettre un autre argument là-dessus, même si c'était pas le cas, d'un point de vue, je pense, prévention des blessures, d'avoir différentes paires de souliers, c'est pas une mauvaise idée non plus. Fait que, tu sais, peut-être que plus aller sur cette optique-là que de différentes marques aussi. Puis dans tous les cas, si ton soulier t'offre 1000 km, ben, si t'en as 2, tu vas faire 2000 km avec tes 2 paires. Là. Fait qu'au final, tu vas quand même t'acheter 2 paires de souliers en 2000 km. Fait que c'est pas non plus si grave que ça. Non, c'est ça, exact. Oui. Ce qui est important avec le EVA, dans le fond, c'est qu'on se rend compte que non seulement ça redonne moins d'énergie, c'est peut-être moins durable. Fait qu'au final, le seul avantage, peut-être que j'imagine, c'est peut-être le coût de production, mais encore là, je sais pas à quel point c'est ça, parce que ce type de soulier-là, ça ressemble à quoi un pourcentage, mettons, un average de retour d'énergie? Ça peut varier entre 60 puis 70, alors qu'on est dans les hauts 80 maintenant pour les tops. Mais en même temps, pour une course de tous les jours, je veux dire, des fois, si tu veux pas quelque chose de très, très, très bouncy, très rebondissant, ça peut être plus chaotique sous le pied. Ça rentre dans un autre débat. Souvent, c'est peut-être un peu plus stable si la mousse est plus ferme aussi et tout. Là. Fait que je pense pas que le EVA, faut jeter ça à la poubelle. Mais tu sais, des fois, on entend même parler les super shoes, c'est moins durable et tout. Là, c'est ça qu'on est en train de déterminer, que peut-être que dans le fond, des mousses, pas nécessairement les super shoes, mais des mousses, des super mousses, je devrais dire, des souliers de tous les jours, mais avec des super mousses, serait peut-être plus durable qu'on le pense. Fait que c'est pour ça qu'en réalité, on trouve pas beaucoup de super shoes avec de l'EVA, pour finir sur l'EVA. Ensuite, il y a le PEBA, qui est polyéther bloc amide, qui est pas mal la référence des super shoes, surtout depuis la Vaporfly en 2017, là, qui a vraiment lancé un peu la course à l'armement des super shoes, si on veut. Là. C'était surtout que ça offrait vraiment une bonne balance entre le poids puis le retour d'énergie. C'est ça qui a vraiment changé la game à ce moment-là. Des fois, on entend parler de Pebax et non pas PEBA. Dans le fond, c'est juste une marque commercialisée de PEBA. Là. C'est comme un sous-type de PEBA. Puis je dirais que ça reste quand même un benchmark dans l'industrie. Je serais pas prêt à dire que le PEBA est mort non plus. Quand même des très bons souliers encore avec du PEBA. Mais là, on voit quand même toute une nouvelle vague qui est une vague de ATPU. Donc, TPU, c'est du polyuréthane thermoplastique. Puis du TPU sans le A avant, sans le ATPU. Ça a déjà existé. Je sais pas si toi, tu as connu les Adidas Boost avant même l'arrivée du PEBA. Mais dans le fond, c'était quand même bien. Pour l'époque, c'était durable, c'était confortable, ça rebondissait pas pire. Mais c'était quand même très léger. C'était mieux que d'une EVA classique que j'ai parlé, là, mais j'ai dit très léger. Hein, je voulais dire très lourd. Sinon, ça aurait été parfait. Un boost, c'était pas... Non, c'était très, très lourd. Okay. Mais récemment, c'est ça qui a changé la game, en fait. C'est que le ATPU, puis A, ça veut dire aliphatique. Je sais pas au niveau chimique, qu'est-ce que ça veut dire exactement, le aliphatique, là, mais l'idée, grosso modo, c'est que le TPU, on a les mêmes avantages qu'on avait avant, mais avec le ATPU, c'est beaucoup, beaucoup plus léger. Fait que là, on a une mousse qui est vraiment plus intéressante. Puis on a aussi du TPEE. Ça fait beaucoup d'acronymes, là, mais donc du TPE, dans le fond, c'est juste une grande famille un peu de polymères, mais du TPEE, qui est une sous-catégorie de TPE, qui est du élastomère polyester thermoplastique. Ça peut donner aussi des mousses très intéressantes, qui sont très souples, très compressibles, très rebondissantes, avec un gros retour d'énergie. Le feeling va être généralement assez différent d'un PEBA. Souvent, en TPE, on va avoir
un rebond qui est vraiment plus mou, plus slow release, puis là, ça va rebondir plus doucement. Là. Fait que ça, c'est pour les différentes catégories. Puis je pense que c'est ça. Comme je le disais, on peut pas non plus dire comme allez vous acheter direct des souliers en ATPU ou en TPE, c'est la crème de la crème, mais il y a quand même une deuxième vague de souliers de course dans ces deux matériaux-là qui viennent repousser les limites, surtout parce que le retour d'énergie est soit le même ou plus haut, mais vu que la mousse est vraiment moins dense, on a un poids qui est plus faible. Fait que... Parce que je pense qu'en ce moment, si on met les souliers sur ratings par retour d'énergie, c'est que ça qu'on voit, les premières en haut. Là, right? Tout à fait. Puis si je me trompe pas, TPE, c'est Adidas. Entre autres, il y a, je pense... Norda Mizuno. 005 aussi, ouais, en fait, exactement, ouais. Puis ATPU, c'est ASICS, Puma. Exactement. Puis est-ce que Nike sont encore sur le PIBA? C'est encore sur le PIBA. Puis il y a des marques même qui ont des choix curieux, comme Oka, il y en a un soulier en ATPU entre elles, mais ils l'ont pas encore roulé sur la course de route. Fait que peut-être qu'eux, ils ont testé des trucs qu'ils voient que ça marche pas encore, puis que ça s'en vient sur les prochaines générations. Mais on voit, c'est ça. Puis non seulement en termes de retour d'énergie, comme tu dis sur notre site, mais nous, on score les souliers, on les note sur à quel point ça serait des chaussures performantes sur une course en marathon qui prend pas juste le retour d'énergie, ça prend d'autres facteurs. Ouais. Fait que c'est pas aussi précis que l'économie de course, là, évidemment, là, mais ça prend comme le retour d'énergie, la stabilité latérale, l'amorti, la hauteur de semelle, etc. Puis on remarque que c'est toutes ces chaussures-là en ATPU puis en TPI. Des fois, c'est pas tout au complet. Là. Des fois, il va y avoir des souliers comme ceux-ci là, qui va avoir une couche de PEBA puis une couche de ATPU. Fait que c'est pas 100%. Fait que comme je te dis, le PEBA, c'est encore très bon. Là. Mais c'est tous ceux qui scorent vraiment le plus haut puis de loin. Là. Fait que comme tu disais, les Puma Faster 3, toute la gamme Metaspeed de ASICS, les Mizuno Hyperwarp, les Adidas Pro Evo qui ont battu le record du monde, etc. Les Saucony. Ouais, Saucony, Endorphin et les deux qui est en... Je pense que c'est underdog un peu. Là. Ouais, très mou, mais encore très bon. Même si ça fait un peu plus vieux, là, mais très bon. Ouais. Fait que c'est ça pour les matériaux, je pense. Excellent, je pense. Les Adidas qui viennent de battre les records du monde, parce que chez les femmes aussi, elles couraient avec ça. Ouais, hein. Fait que c'était vraiment les deux premiers gars en sub 2 heures, puis la fille qui a battu le record du monde lors de la même compétition. Ça, ces souliers-là, est-ce que vous les avez testés? Ben là, ou ils sont trop récents? C'est en cours. Mais c'est pas la question de à quel point c'est récent, c'est à quel point il y a eu du hype autour. Fait que là, c'était out of stock. Le site d'Adidas a craché et tout. Je pense que là, mais ça peut pas, je veux dire, pour une compagnie, là, c'est le Saint Graal là, que ça arrive. C'est comme un moment Vaporfly 2017. C'est ça, on le sent un peu. Là, on sent qu'il y a vraiment une coche. Puis c'est pas d'attribuer ça aux souliers quand même, parce que, tu sais, je veux dire, on attribue ça aux athlètes en premier lieu, mais c'est qu'à cette vitesse-là, à ce power-là, 1%, 2%, ça fait la différence entre une 59-32 puis 2-0-1. J'avais noté un peu justement, si on fait des exemples sur les économies de course, là, ouais. Parce que plus on va vite, moins ça translate directement en performance. Fait qu'en gros, pour un marathon en 2h10, puis là, j'avais mis quelqu'un de ma shape, donc 1m77, 70 kg, fait que plus gros qu'un marathonien de l'Afrique de l'Est. Là. Mais en gros, si j'ai un soulier 3% plus économique, puis tu sais, ça paraît beaucoup 3%, mais en même temps, quand on voit que le Faster 3 de Puma est 3% plus économique, même 3,5 qu'un Alpha Flight 3, c'est réaliste de penser ça. Ça me donnerait plutôt un 2% de performance de gain à cause que, dans le fond, vu que je vais plus vite, j'ai plus de résistance de l'air. Donc, à un moment donné, le gain de puissance n'est pas comme 100% transmis, mais c'est quand même 2 minutes 35 que je gagnerais. Fait que je passerais de 2h10 I wish, hein? Mais de 2h10 à 2h07 et 25 secondes. Mais c'est fou, ça. C'est fou quand même. C'est ça. Fait que c'est fou, ça. Fait que le jump qu'on vient de voir, on peut l'attribuer. On peut un peu l'attribuer aux souliers. Ça enlève rien aux athlètes. Les athlètes sont tous au top de leur game. Ils sont tous tellement déjà efficaces. La nutrition aussi. Je pense que la nutrition pendant les efforts, même 2 heures, je pense qu'ils ont dit qu'il avait consommé quand même. C'est pas lui, mais je sais que le gars qui a couru 2h04 à Boston, l'Américain. Conor Mans? Il blank sur son nom. Non, c'était pas lui. C'était. Mais en tout cas, ce gars-là qui a couru 2h04 à Boston, il mangeait, je pense, si je ne me trompe pas, 150 grammes à l'heure. Durant son marathon. Ouais, je pense que c'est même plus gros que l'effet des chaussures. Là, en tout cas. Dans ce cas-là, je pense que oui. Exact. Là. Puis tu sais, ça me fait penser ton calcul de temps au marathon. Là, c'est pas très scientifique, on s'entend, mais si on regarde le précédent record du monde qui était de Kiptoum, qui est malheureusement décédé depuis, mais qui avait fait 2h035 secondes, avec les Alpha Flight 3 qu'on a dit qui pèsent à peu près 200 grammes.
Là, c'est Sébastien Saoué qui avait les Adidas Pro Evo 3 qui sont à 97 grammes. Fait qu'on parle de 100 grammes de différence. On revient à notre 100 grammes, notre 1%. On est au 100 grammes, puis là, on est aussi la différence entre l'ancienne semelle. Ouais, exactement. Puis, tu sais, c'est 100 grammes, donc 1% théoriquement d'économie de course entre les deux. Puis lui a fait une 59-30, je pense que c'est 0,9%. Fait qu'on est presque pile sur le 1%. Juste avec ça, là, c'était même pas le même parcours, le même coureur et tout. Il y a la météo, il y a tellement de facteurs, là, mais je pense que... là, la pression atmosphérique. Non, sûrement. Mais tu sais, au top de leur game, moi, je pense que l'effet des souliers, il est vraiment énorme. Là. Puis là, il a permis de passer cette barrière-là qui est mythique. Ouais. Fait que là, vous êtes en train de les tester. Fait qu'on n'a pas les résultats. C'est ça, on essaie de les acheter. Là, je pense que c'est 2940 $, pour essayer d'en avoir un dans la tête avec des affaires de revente puis tout. Là, c'est super compliqué. D'habitude, c'est pas aussi compliqué que ça. Ça, c'est la version 2. On avait déjà eu un peu de misère à les avoir, mais ça s'en vient. Là. Fait que, exact. Puis, mais c'est ça, avant que le monde aille s'acheter juste comme des souliers en ATPU ou en TPE, faut aussi faire, puis tout le marketing derrière, faut faire attention parce que, tu sais, les marques vont... Maintenant, ces mousses-là, dans le fond, ils roll out dans les souliers plus de tous les jours. Là. Puis ça sera pas... C'est pour ça que je disais que le matériau n'importe pas tant, c'est plus la manière que c'est moussé parce que je pense que toi, tu cours avec des New Balance beaucoup quand même. Là. Fait que tu sais, le Fuel Cell, le fameux Fuel Cell qu'il y a dans leur top chaussure de marathon qui est le Super Comp Elite V5, sera pas le même Fuel Cell que dans leur Rebel V5. Là. C'est normal. Là, je dis New Balance, mais ASICS fait la même chose, Nike fait la même chose. Fait que c'est tout simplement pas la même densité. On n'arrive pas à un soulier aussi léger et tout, mais ils l'appellent tout ZoomX ou Fuel Cell. Est-ce qu'il y a des mix de foam aussi, des fois? Mettons, dans le Rebel, je pense qu'il y a du EVA, mais il y a du EVA puis du PEBA, c'est un mix, puis il l'appelle du Fuel Cell. Pour rebondir là-dessus, dans le fond, tu du Super Critical EVA. Ouais. Des fois, on voit ça, là. C'est comme pas juste du EVA, c'est du Super Critical. Là, ça sonne genre, oh. Mais les noms sont hors de contrôle. En il va falloir comme un peu resizer les noms de tout le... Ça, c'est plus du marketing selon moi. Là, je pense que le super critical, dans le fond, c'est que c'est injecté. Tu sais, quand je disais que le polymère est injecté avec un gaz, ben, c'est des gaz qui sont super critiques, donc de l'azote ou du CO2. Mais qui permettrait d'avoir une densité qui serait moindre. Donc, un soulier qui est plus léger. Puis, I guess, d'améliorer le retour d'énergie, mais tu sais, ça dépend. Il y en a que ça marche, là, puis qui disent super critical, mais je dirais pas une règle genre de base, comme si vous voyez que c'est écrit super critical, ça va être plus énergétique. Là. Fait que s'il dit Nitrogen Infused Super Critical EVA, ben c'est la même chose dans le fond. C'est vraiment comme Nitrogen Infused, ça veut juste dire que ça a été injecté avec de l'azote. Fait que c'est vraiment pour rendre le nom. Puis déjà, les modèles sont déjà assez longs de même. Fait que là, si en plus, on rajoute toutes les trucs en dessous. De l'hélium comme dans les ballons. Comme ça, des souliers, ils t'amènent dans les airs un peu. Ils te font perdre du poids. Peut-être. Là, après, ça va être la stabilité que ça va être moins... C'est tout le temps ça. C'est ça. Fait qu'est-ce qui... En ce moment... Dans l'ordre des souliers, là, c'est quoi qui sort le mieux pour... est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est ce qui sort le mieux pour le marathon? C'est ce qui va sortir le mieux aussi pour 10 kilos? Ben, pas nécessairement. Parce que sur courte distance, 5 à 10 kilos, je pense que là, la rigidité peut-être en flexion, puis juste un soulier peut-être un peu plus ferme va avoir peut-être un peu plus d'impact, puis l'amorti peut-être un peu moins d'importance parce que tu as moins besoin de protéger tes jambes pour aussi longtemps. Fait que je mettrais peut-être un peu plus d'emphase. Tu sais, pourquoi je dis un soulier un peu plus ferme? Il y a des gens qui aiment ça. C'est pas mon cas, mais il y a des gens qui aiment ça, avoir un soulier comme un peu plus snappy, un peu plus avec plus de réponse, là, plus direct si on veut, qui permet d'avoir une cadence peut-être un peu plus élevée. Tu sais, sur la cadence sur des 5 kilos va être techniquement plus haute que sur marathon. Fait que je pense que ça change un petit peu, mais grosso modo, les souliers les plus légers, les plus énergétiques, c'est sûr que peu importe la distance, peu importe le coureur, on a vu qu'il y a des non-répondeurs, tout ça, des exceptions, là, mais ça va être important. Puis là, à quel point ça améliore la performance? Les super shoes, là, ça c'est plus général. Il y a une étude, en français on pourrait traduire le titre, ça serait « Effet de la rigidité longitudinale des chaussures et du retour d'énergie de la semelle sur la consommation d'oxygène et la mécanique de la cheville ». C'est une revue systématique avec méta-analyse de Stephen et collègues. Les auteurs, dans le fond, ils ont pris les résultats de 48 autres études. Fait qu'en tout et partout, je pense que c'est 900 coureurs pour mieux comprendre pourquoi les super shoes améliorent la performance. Puis eux, leur conclusion principale, c'est que les chaussures, les super shoes, améliorent l'économie de course d'environ 2,7%. Fait qu'à vitesse égale, techniquement, les coureurs consomment 2,7% moins d'oxygène.
Puis l'étude montre aussi que c'est pas juste le gain d'un élément, c'est vraiment la combinaison de la mousse, de la géométrie, du stackette, de la rigidité qui crée Du poids. l'avantage. Ouais, du poids, que j'ai pas dit non plus, qui est probablement le plus important. Fait que, est-ce que ça marche pour tout le monde? Est-ce que c'est. Ben, il y a c'est des ça, là, c'était ma différences, prochaine t'sais? question, parce que là, tu sais, on parle de personnes qui sont non répondants. Ouais. Comment qu'on s'assure qu'on est répondant? Ben, tu sais, moi, pour faire des tests d'économie de course, tu sais, c'est pas un service que j'offre aux gens parce que je pense pas qu'il y a grand gens qui ont un intérêt d'aller payer pour Mais là, comparer si deux tu souliers dis parce que ça, ça là- prend déjà 2 paires de Ben souliers. là, en Non, tout cas, mais moi, je te garantis qu'il y a une couple de ouais, personnes on qui pourra, écoutent en ce moment qu'est-ce qu'on c'est- dit, c'est qui à ont un considérer, intérêt mais pour ça. ce que je voulais dire, c'est que dans le fond, si tu fais, juste basé sur la fréquence cardiaque, là, si tu fais 7 fois 5 minutes sur un tapis roulant, vitesse constante, tu changes le soulier. Pourquoi 7 fois? Parce qu'en faisant ça, si tu alternes à chaque fois, tu commences avec un, tu finis avec le même, mais en moyenne, c'est tout le temps comme 3,5 le moment. Fait qu'en termes de. Ça balance vraiment bien en faisant ça comme ça. Tu changes le soulier à chaque fois, puis dans le fond, tu mesures ta FC. T'alternes entre 2 souliers Ouais, ou entre plus que 2? Idéalement, juste 2. Comme Sinon, ça, t'as vraiment. Ouais. t'as un élément de fatigue aussi qui commence C'est ça, ça, à là. exact. Fait que c'est ça qui est c'est quand même 35 minutes de, on va dire, pace début zone 3 idéalement, donc proche du pace marathon, mais Ouais. pas plus vite que ça. Tu regardes la fréquence cardiaque sur les 2 ou 3 dernières minutes de ces 5 minutes-là, puis tu compares dans les deux cas. Mais c'est 7 minutes, là. 5. 7 fois 5. 7 fois 5, Ok, ok, ok. exact. Puis dans le fond, en faisant cette comparaison-là, tu devrais avoir une idée. La seule différence quand tu as l'économie de course, c'est que tu peux dire, ben, si c'est 1%, ça correspond à tant de... Tu peux comme correspondre l'économie de course avec une différence de temps de performance. Là, c'est juste qu'est-ce qui est mieux pour moi. Ouais. C'est pas à quel point c'est mieux, mais tu as quand même une idée. Je pense que si c'est 2 BPM, c'est sûrement mieux que si c'est Mais des c'est 0.3. Là, parce tu sais. que si tu prends ça... Moi, je m'imagine faire ce test-là, puis quelqu'un qui passe, je me tourne la tête, je change un peu mon patron de course, je reviens, puis mon BPM vient de Mais monter c'est la de même deux. chose pour l'oxygène, là, tu sais. Ouais, c'est vrai. Fait qu'au final, Le VO2, là. c'est pour ça que moi, jusqu'à maintenant, à chaque fois que je prends le temps de vérifier, est-ce que quand je conclue que tel soulier est 1,2% meilleur pour moi en économie de course, est-ce que la FC aussi est plus haute? Puis oui, tu sais, ça concorde tout le temps. Puis je pense que ça devrait être le cas pour pas mal tout le monde. Fait que avant d'aller payer 200$ pour un test d'économie de course comme ça, peut-être que les gens pourraient le faire chez eux avec juste leur fréquence cardiaque. Je pense que c'est assez intéressant comme méthode aussi. Puis c'est peut-être une bonne façon de savoir si ça fonctionne mieux Ouais. pour soi. Là. Ouais. Puis, tu sais, au-delà, la majorité d'entre nous, ben, en fait, toutes nous autres, on n'est pas des élites là, qui courent 2 heures sur marathon. Là, fait que les gens, tu sais, négligez pas non plus l'élément de confort dans le choix d'une super shoe. Moi, les modèles que j'ai nommés, tu sais, c'est des modèles qui sont optimisés pour la performance pure dans un contexte théorique bien précis. Mais si tu te mets à attaquer du talon comme un malade après 20 kilos, est-ce que tu es peut-être mieux d'y aller avec un soulier qui est peut-être, oui, un peu plus lourd, mais un peu plus stable, une plateforme plus modeste, plus large, des trucs comme ça, qui sont quand même des souliers très performants. Il y a beaucoup de marques qui ont des super trainers, là, qui sont comme des souliers avec d'autres types de plaques qui sont ou des types de mousses peut-être un petit peu moins performants, mais peut-être une géométrie plus adaptée à la population générale. Si vous achetez des souliers aussi, tu sais, c'est quand même des gros investissements, les super shoes. Là. Fait que, tu sais, moi, je pense pas que c'est sûr que si vous retournez un soulier après avoir fait un workout de 50 kilos, ben, il n'y a pas de workout de 50 kilos, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je pense pas qu'ils vont vous aimer, mais essayez-le genre sur un tapis roulant, essayez-le dans un parking intérieur à la limite, peut-être pas sur une piste, sinon ça peut comme tacher rouge là, Ouais. en dessous, mais je pense que après, comme ça, vous voyez un peu ce qui fonctionne pour vous sans nécessairement faire des tests, mais juste au niveau du confort et au niveau de la tige, donc du upper, est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment inconfortable et tout, avant d'aller faire l'investissement. Là. Mhm. Ouais, puis pour sauver de l'argent aussi, au lieu d'acheter des super trainers, prends tes vieux super shoes comme super trainer. Tu sais. Pour tes workouts. À un moment donné, je veux dire, Ouais, exact. tu sais, à un Ouais, moment donné, ouais. quand le soulier est un peu usé puis qu'on a l'impression qu'il est peut-être moins rebondissant, mais c'est encore un très bon soulier pour les entraînements. Tu sais, parce que ça, c'est un autre point, je ne sais pas si on a encore du temps, là, Ben oui, on a encore mais du temps. par rapport aux blessures. Là, tu sais, parce que des fois, Ouais. la fameuse question, est-ce qu'on peut se blesser plus avec des super shoes? Parce que là, dernièrement, il y a eu une poursuite contre Puma, justement, Ouais, l'athlète l'athlète Puma, Puma. qui dit qu'eux autres étaient au courant que le soulier pouvait créer un C'est ça. débalancement dans sa Elle, dans le fond, son elle poursuit- patron de course, là. Elle s'est blessée pendant sa carrière, puis elle affirme que c'est vraiment les chaussures qui sont en cause. Ouais. Mais là, j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça s'en va avec ça, là, parce que je pense pas qu'elle a vraiment un cas. Comment elle peut prouver que c'est ces souliers-là? C'est en sprint en plus, non? Ben, c'était une Ouais, track c'est une fille qui athlète. fait du 200-400. Mais j'ai checké la liste de souliers, puis il y avait des vieilles élites de l'ancienne génération, parce que j'imagine qu'elle fait des workouts plus longs des fois. Là, mais pourtant, non, d'habitude, Ouais, pas tant que ça, je pense que c'est sprinters, mais sprinter, ouais. je sais qu'il y avait comme toutes les super shoes Puma dans la liste. Mais moi, je pense que c'est comme pour n'importe quel. Je sais que tu avais des études après sur les blessures qu'on pourra plus geeker, là, mais tu sais, comme n'importe quel changement en course à pied,
comme si tu passais du minimaliste au maximaliste d'un coup ou le contraire. Je pense qu'il faut y aller progressivement. Là, sinon, c'est certain que ça peut avoir des blessures. Idéalement, les tester c'est un dernier gros entraînement avant une course ou un dernier long run tempo. Je pense que c'est idéal de les tester pour s'adapter plus graduellement, pas arriver le jour de course. On dit tout le temps nothing new on race day, là, mais c'est vrai pour les souliers aussi. Même si on veut garder des fois l'effet super shoe de genre j'arrive race day, j'ai mes super shoes. C'est peut-être mieux ça va pas non plus les user tant que ça, de faire 1 ou 2 workouts avec. Ouais. Parce que c'est un peu ça qu'on voit justement comme recommandation. Peut-être il n'y a pas d'études pour l'instant très rigoureuse là-dessus. Là. Il y a plus c'est un étude de cas multiple. Donc, 5 cas que quelqu'un a publié là-dessus en disant il y a 5 athlètes ici qui sont blessés, puis selon lui, c'est à cause des plaques de carbone. Puis dans tous les cas, c'est des athlètes qui ont soit comme fait énormément de volume avec ça ou qui ont progressé un peu trop rapidement vers un gros volume avec ces souliers-là. Puis en fait, eux, c'est une fracture de stress de l'os naviculaire, donc un os du pied, mais pas vraiment au niveau de l'avant-pied, mais vraiment plus au niveau le dessus du pied en haut. C'est vraiment proche de la cheville quand même. Ouais. Puis basé sur des études plus à la biomécanique, ce qu'ils se rendent compte, c'est qu'un des gros effets en fait des plaques de carbone, c'est justement d'avoir moins de flexion au niveau de l'articulation du pied, là, au niveau entre les métatarses et les phalanges du pied. Puis ça causerait un stress. Des fois, au début, je pense qu'on pensait beaucoup que ça cause un stress sur les tendons d'Achille puis sur plus les mollets, mais aussi, en fait, sur le pied lui-même, mais juste un peu plus haut que d'habitude. Puis ça, c'est un problème, en fait, en termes de blessures. En tout cas, selon cet article-là, il y a quand même 5 cas répertoriés. Donc, évidemment, y aller progressivement, parce que c'est vraiment plus ça qu'on voit. Parce qu'en termes de biomécanique, c'est vraiment ça, la plus grosse différence. C'est vraiment plus au niveau du pied. Puis ce transfert-là... l'étude est quand même intéressante. Là. Puis l'étude, en fait, en termes de biomécanique, eux ont essayé aussi de calculer un peu le nombre de watts que ça sauvait à différentes places. Puis aussi concluait que c'était beaucoup plus le foam que la plaque qui donnait un retour d'énergie, tout ça. Mais je n'irai pas dans les gros détails, mais un des éléments aussi qu'ils notaient, c'est qu'il y avait 3 pas par minute de moins avec les super shoes. Dans ce cas-là, c'était un prototype Nike, mais je pense qu'on est dans les première itération, peut-être Alpha Fly 2, mais ça s'appelle encore comme ça. Là. Donc, 3 pas par minute de plus, donc une foulée pour la même vitesse, donc plus longue. Fait que c'est sûr 3 que... 3 pas par minute de plus. De moins, avec donc une c'est foulée ça, plus longue. J'ai peut-être mal Donc, une foulée plus longue. Fait qu'évidemment, un peu comme les souliers maximalistes versus minimalistes, peut-être plus de stress au niveau, en fait, des genoux, des hanches, du dos. Puis quand tu cours avec plus de pas minutes, ben le stress est plus sur les pieds, sur les chevilles. Là. Fait que je pense que c'est quand même à tenir en compte. Surtout quelqu'un qui aurait tendance à se blesser peut-être plus au niveau, justement, encore une fois, plus au niveau proximal que distal, mais peut-être que les super shoes, y aller encore plus progressivement puis faire attention à ça. Parce que oui, les fractures de stress de l'os du pied, peut-être pas, je pense pas qu'on en voit tant que ça non plus, là, peut-être que je me trompe, là, mais peut-être plus une question de stress, de répartir du stress, c'est tout le temps ça. Au final, oui, ton soulier absorbe une partie du stress, puis ça doit quand même déloader un peu, mais il reste que si tu changes la foulée puis tu fais moins de pas par minute, tu augmentes ton stress ailleurs quand même aussi. Là. Fait que c'est pas négligeable. Moi, je sais que j'ai une fréquence de pas super élevée, même en super shoes, fait que j'ai pas l'impression que moi, ça change trop ma foulée, mais quelqu'un qui court déjà, on va dire, à 165 pas par minute, si en super shoes, tu cours à 160 pas minute, ça commence à faire des gros impacts. C'est quand même de faire attention un peu à ça. Puis peut-être que c'est encore plus ces gens-là que tu te questionner vraiment. T'es sûr que tu es plus efficace avec ces souliers-là? Parce que si tu fais moins de pas minutes, tu atterris plus sur le talon, ton retour d'énergie est peut-être un peu moins dans la bonne direction. Après, tu as quand même du momentum puis tu avances. Fait que j'imagine qu'au final, c'est plus compliqué que juste dire tu cours du talon, c'est pas bon pour toi. Mais peut-être que ça, la prochaine étape, en fait, dans les études, c'est d'aller voir des études où on regarde un peu qu'est-ce qui fait que quelqu'un répond pas bien. Puis est-ce qu'on peut dire après, selon comment moi je cours, je réponds bien ou pas bien? Exact. On peut, parce que même la réponse facile aux non-répondeurs, c'est de dire c'est sûrement parce qu'ils ont des problèmes de stabilité ou il y a de la grosse pronation. Mais on regarde des analyses de foulée de Sébastien Saway ou d'autres élites. Puis honnêtement, c'est quand même des heel strikers qui ont de la pronation. Fait que est-ce qu'on peut faire des conclusions là-dessus? Pas sûr. En même temps, il y a une différence entre un heel striker à 6 minutes du kilo versus un heel striker à 2,50. C'est ça, qui rebondit super vite, qui est déjà super efficace. Mais c'est ça. Je serais curieux de voir des études là-dessus quand même. Dans le futur. Avant de finir, moi j'ai un demi-Ironman qui s'en vient à Tremblant. Puis il faut que je me choisisse une paire de souliers. Quels souliers faut que je prenne? On va voir sur notre site, mais... La plug finale! Non, mais t'aimes-tu un soulier plus ferme, plus mou? Là, c'est 21 kilos, fait que c'est pas un marathon. Fait que de quoi de plus stiff, ça me ferait pas peur. Mais clairement, les Adidas seront pas disponibles à temps pour mon marathon. C'est pour mon Ironman. C'est plus cher que Tremblant qui est... C'est Tremblant, tu sais? Ouais, exact. Qui est déjà cher. C'est déjà cher. Ma fin de semaine est déjà chère. Faut que je change les pneus de mon vélo aussi. C'est déjà cher aussi. Mais
moi, je te dirais, risque-toi avec. Ben, pas risque, il n'y a pas de risque, là, dans le fond, mais check quelque chose en ATPU ou en TPE, fait que ce soit les nouvelles Puma Deviate ou les Metaspeed ou peu importe. Ça, ils ont une coupe. Saucony, Endorphin Elite, il ne faut pas les oublier. Exactement. Je pense que c'est un peu comme Saucony, ben, c'est peut-être moi qui ai un biais, là, mais j'ai pas Non, l'impression c'est qu'on les a pas vus venir, mais je pense que leurs nouveaux souliers, puis je pense que c'est le biomécanicien là, Jeffrey Burns sur un podcast qui disait ça, qu'en ce moment, selon lui, c'était vraiment Puma et Saucony qui avaient les meilleures recettes de mousse. Là. Ah ouais, hein? Fait que j'étais comme, OK, dans ma tête, c'était plus comme Puma et ASICS, mais peut-être que dans le fond, il y a de quoi qui s'en vient de ce côté-là aussi. Fait que, Puis, en natation, moi, je l'ai vécu. Puis tantôt, tu parlais de polyuréthane. Là. En natation, je l'ai vécu en 2009. Combinaison de polyuréthane. Les records, là, tous les records tombent. Puis à un moment donné, la fédération fait juste là, on peut pas continuer la chasse vers la Lune, la conquête de l'espace, là, avec les... Fait que, est-ce que vous pensez que vous autres, ça peut... Ben, que nous tous... Ça peut arriver aux souliers. Est-ce qu'à un moment donné, on va faire là, faut arrêter les avancées technologiques, puis on... Moi, je pense ils ont déjà mis le 40 mm puis une seule plaque. Ouais. Puis je pense qu'on n'est pas loin d'avoir atteint la fin. Ben, moi, c'est mon avis, là, parce que le soulier ne peut pas être beaucoup plus léger qu'il est rendu là. Ben, exactement. Puis même que on a demandé, pas nous, là, mais on a posé la question au directeur général d'Adidas avec le release là, des Pro Evo 3, les nouveaux souliers. Puis même lui, il disait comme, ouais, je pense qu'à 97 grammes, on commence à approcher de... Ben, en fait, ce serait très facile. Ce serait facile de faire des souliers de 50 grammes, mais qu'est-ce qu'on compromet là, autour de ça? Fait que je pense est-ce qu'on compromet la stabilité, le retour d'énergie, peu importe, mais je pense que lui, ce qu'il disait, c'était que ça pourrait pas descendre tant que ça, mais je pense qu'avec les régulations de World Athletic, on va pas voir des trucs trop flyés comme des... Ben, c'est parce que là, on vient déjà de voir 2 gars descendre en bas de 2 heures sur marathon, ce qui est quand même déjà quelque chose qui, il y a 5 ans, était inimaginable. C'est ça. Ouais. Après, moi, ce que je serais pas surpris de voir, c'est entre elles, où pour l'instant, il n'y a pas de régulation, de voir le 40 mm entre elles aussi, parce qu'on dirait que il y a des modèles présentement qui sont plus que 40 mm, puis moi, je trouve ça un peu comme... Si c'est pas permis sur la route, entre elles, c'est encore plus dangereux à cause du stack plus élevé. Puis même s'il y a l'argument de dire, ben entre elles, tu mettras pas ça parce que si c'est trop haut, ça va te nuire. Oui, mais ça existe quand même, puis ça se vend, tu sais. Fait que je pense quand même que moi, je serais pas surpris de voir une régulation même pour le trail. Mais après ça, c'est juste les courses qui vont être gérées par des fédérations qui vont compter là-dedans, on s'entend là. Ouais, exact. Mais je pense quand même, mettons, le championnat du monde de trail, ces trucs-là qui sont gérés par World Athletics, peut-être qu'éventuellement, il va y avoir des règlements là-dessus. Parce qu'en ce moment, les chaussures de trail, en fait, des super shoes de trail, je pense, sont en retard sur la route. Même si en trail, c'est plus compliqué parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte qui sont peut-être moins... je pense que la traction, par exemple, est ultra importante entre elles. Puis là, ça rajoute quand même souvent beaucoup de poids. Fait que là, c'est un peu des compromis. Sur certaines trails, tel celui serait meilleur. Fait que ça devient quand même beaucoup plus complexe. Puis il n'y a pas, je pense, encore tu penses qu'entre elles, toi qui connais plus ça, le 40 mm va pas... Tu sais, toi, tu serais à l'aise de courir une course de trail avec un 40 mm au niveau de la stabilité? Ben, jusqu'à maintenant, j'étais sceptique sur un peu les technologies qui te permettent d'avoir un soulier plus stable, mais j'en ai quand même testé récemment qui te mettent un peu comme un peu un bateau, là, que ton pied est un peu plus bas que est un peu dans le foam, avec des foams comme un super foam en dessous, puis un foam un peu moins, peut-être du vivier même, en fait, sur les côtés, puis qui te ramène un peu vers le stick. On dirait qu'avant, j'étais sceptique quant à ça. Je me dis, la stabilité, c'est plus toi qui l'as. Hein, tu es capable d'avoir des bons muscles pour être stable. Mais je pense qu'il y a certains souliers maintenant qui arrivent à avoir des recettes un peu mieux. Puis on le voit aussi, les plaques entre elles, souvent, c'est des plaques coupées ou même des plaques qui font le tour, un peu comme le... Parce que l'effet de la plaque à plat versus en montée-descente tout le temps c'est ça. Puis que je voyais. Puis je pense qu'entre elles, le poids du soulier est probablement encore plus important que le rebond puis la plaque. Puis en ce moment, les super shoes de trail qui ont des plaques sont très lourds. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que les options sont pas très bonnes. C'est pour ça que moi, j'ai quand même envie, là, puis j'avais mon démo ici, là, de mettre une semelle Vibram Light Base, en fait, sur un super shoe de route. Trouvez-vous un aussi bon cordonnier que David? Fait que le problème, c'est que Tu sais que t'es rendu loin dans le geek de sport quand tu es en train de demander à ton cordonnier de changer la semelle externe de ton soulier. Pour votre info, la semelle Light Base, quand même, ça, c'est la même que sur les normales Tomir, je pense. Donc, c'est vraiment une très bonne semelle, 4 mm de crampon. Ça pèse 80 grammes pas coupé. C'est sûr qu'une fois coupé... Ça pèse aussi lourd quasiment que le soulier Adidas. C'est ça, c'est fou quand même. Puis une fois coupé, peut-être au moins 50 si on met la semelle pleine. Fait que c'est là que c'est les compromis de, est-ce que je mets de la semelle partout sur ma chaussure? Est-ce que j'enlève des bouts? Après ça, est-ce que 40 mm, la chaussure de route est quand même souvent moins stable que la chaussure de trail. Fait que c'est quoi le compromis? Puis c'est pour quel type de course? Fait qu'en trail, je pense qu'on est loin de l'optimal, mais en même temps, les compagnies pourront pas avoir 5 super shoes de trail pour différentes conditions. Fait que ça devient un peu peut-être plus complexe. Puis c'est là que les athlètes qui sont commandités,
certains athlètes ont peut-être des désavantages par rapport à d'autres parce qu'ils ont des très bons souliers pour tel type de terrain, mais pas pour d'autres. Puis en ce moment, le poids, il n'y a pas de souliers de trail, je pense, compétitif en bas de 200 livres en ce moment. Là, 200 grammes. Mais fait que ça, c'est un peu ça, je pense, le bémol entre elles. Puis même ça, en fait, mon Super Shoes de 170 grammes, si je mets une semelle Vibram en dessous, puis qui est rendu à 230, ben je suis pas tant plus light que les souliers de trail en ce moment. Là, fait que je sais pas encore. Faut que tu sois quand même. Faut que tu coupes en masse là, de ta semelle. Fait que à voir un peu comment ça évolue, mais c'est clair qu'il y a plus de gains à faire entre elles que sur la route en ce moment, parce que sur la route, on n'est pas loin, je pense, du... Comme tu dis, je pense qu'on n'est pas loin d'un plafond ou peu importe. Mais je pense parce que, admettons qu'on change encore on change encore le foam. Là. Ouais. Mettons qu'il y a une nouvelle technologie de foam encore plus légère qui arrive, tu sais, ça c'est... Ben, il va y avoir d'autres compromis ailleurs, c'est certain. Moi, je pense que là où la prochaine grande innovation va venir, je pense que ça va plus être l'accessibilité. Tu sais, les Adidas qu'on parle depuis tantôt, là, ça reste des souliers à genre plus de 500$ qui sont sur le podier. Plus de 500$? Ouais, plus de 500$. Et qui sont... en fait, c'est même pas nos tests qui disent ça, c'est la marque elle-même, comme quoi que c'est fait pour un marathon. Là. Fait que après un marathon, apparemment que la performance dégrade énormément. Là. Fait que y a personne à part ceux qui visent des records du monde qui vont courir là-dedans. Fait que ça va être de faire trickle down cette technologie-là dans leur haut de gamme qui sont les Adios Pro 4 ou 5 qui s'en viennent, dans les autres marques qui vont essayer de rattraper un peu comme les autres marques ont essayé de rattraper Nike, j'ai l'impression. Puis aussi la prochaine grande innovation pour moi, c'est les marques chinoises. On le voit un peu dans le bike dans les dernières années. Je pense que ça s'en vient là, à la course là, avec des technologies similaires, peut-être la durabilité, en tout cas on va le tester, on checkera, mais à un prix qui est vraiment moins élevé. Là. Fait que je pense que ça va être ça qui s'en vient. Des marques comme Li-Ning, 361, Dynafiche, etc. Fait que À suivre. Merci les gars, c'était fascinant. Excellente conversation. Merci à toi. Les gens vont adorer ça. Yes. Merci les boys.